Le 23 novembre 1999, des ouvriers rénovant un ancien entrepôt abandonné près du port fluvial de Lille font une découverte qui glacera le sang des enquêteurs. Sous les planches pourries du sol, dissimulées depuis 32 ans, une malle en cuir contenant une photographie de famille, 4 visages souriants figés dans le temps. Henri, Marguerite, Julien et Sophie Lacroix, une famille disparue sans laisser de traces en 1967. La photographie montre une fête d'anniversaire, des ballons colorés, un gâteau avec des bougies. La date inscrite au dos, le 8 septembre 1967, 15 jours avant que la famille ne s'évapore de leur maison du quartier de Oisem. Mais ce que les enquêteurs découvriront en examinant attentivement cette image changera tout. Dans le reflet d'un miroir visible à l'arrière-plan, quelqu'un d'autre observe la scène. Quelqu'un qui ne devrait pas être là. Quelqu'un dont la présence expliquera pourquoi 4 personnes ont dû disparaître. Et pourquoi cette malle a été cachée avec tant de soin dans un lieu où personne ne devait jamais la trouver. Avant de continuer avec cette histoire troublante, si vous appréciez les cas mystérieux réels comme celui-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucun nouveau cas. Maintenant, découvrons comment tout a commencé. Lille, au cœur des Hauts-de-France, est en 1967 une ville industrielle en pleine transformation. Les usines textiles qui ont fait sa richesse au siècle précédent commencent à ralentir leur production. Mais la ville conserve son caractère ouvrier et ses quartiers populaires densément peuplés. Le quartier de Oisem, où réside la famille Lacroix, est l'un des plus animés de la ville. Ses rues pavées bordées de maisons en briques rouges, typiques du Nord, son marché quotidien où se mêlent les accents ch'ti et les odeurs de bière et de carbonade flamande, ces cafés où les hommes se retrouvent après leurs journées à l'usine. La famille Lacroix habite au numéro 87 de la rue des Stations, une maison mitoyenne modeste mais bien entretenue. Henri Lacroix, 38 ans, travaille depuis 20 ans comme contremaître dans une filature textile de Roubaix, à quelques kilomètres de Lille. C'est un homme respecté pour sa rigueur et sa discrétion. Grand, les épaules larges, forgé par le travail manuel, Henri parle peu mais observe beaucoup. Ses collègues le décrivent comme quelqu'un de juste, qui n'élève jamais la voix, mais dont le regard suffit à imposer le respect. Il a combattu durant la Seconde Guerre mondiale, bien qu'il n'en parle jamais. Une blessure à la jambe gauche lui laisse une légère claudication, plus visible en fin de journée. Marguerite, son épouse, a 35 ans et enseigne à l'école primaire du quartier depuis 10 ans. Originaire de Roubaix, elle a rencontré Henri lors d'un bal populaire en 1953. C'est une femme élégante malgré des moyens modestes, toujours impeccablement coiffée, qui porte des robes simples mais de bonne coupe. Les parents d'élèves l'apprécient pour sa douceur et sa patience, bien que certains notent qu'elle semble parfois ailleurs, perdue dans des pensées qu'elle ne partage pas. Elle tient la maison avec une rigueur presque militaire, tout doit être à sa place, chaque chose doit suivre un ordre précis. Julien, l'aîné, a 12 ans et fréquente le collège Carnot. C'est un garçon studieux, passionné par l'histoire et la lecture. Il passe ses après-midi à la bibliothèque municipale, dévorant des livres sur la résistance française et la guerre. Son institutrice, mademoiselle Carpentier, a remarqué qu'il pose souvent des questions très précises sur cette période, comme s'il cherchait quelque chose de spécifique. Julien ressemble à son père. Le même regard observateur, la même réserve naturelle. Sophie, 8 ans, est l'opposé de son frère. Vive, bavarde, toujours en mouvement, elle illumine le quartier de ses rires. Elle joue à la marelle avec les filles du voisinage, aide sa mère à faire les courses au marché de Oisem et rêve de devenir institutrice comme elle. Les commerçants du quartier la gâtent avec des bonbons et des sourires. C'est elle qui fait la conversation lors des repas de famille, racontant les histoires de l'école, imitant ses camarades de classe. Les Lacroix sont une famille discrète mais intégrée dans la vie du quartier. Henri s'arrête chaque vendredi soir au café Le Progrès pour boire une bière avec quelques voisins. Marguerite participe aux ventes de charité de la paroisse. Les enfants jouent dans la rue, sous l'œil bienveillant des femmes qui discutent sur le pas de leur porte.
Une famille ordinaire, apparemment sans histoire, dans un quartier où tout le monde se connaît et où les secrets sont difficiles à garder. Pourtant, certains détails auraient dû alerter les voisins. La façon dont Henri vérifie systématiquement la rue avant de rentrer chez lui, les stores toujours tirés de la fenêtre du salon. Le fait que Marguerite refuse toujours poliment les invitations à des réunions familiales élargies. Ces petites anomalies que personne ne remarque vraiment jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Le dimanche 23 septembre 1967 commence comme tous les dimanches dans le quartier de Oisem. Les cloches de l'église Saint-Pierre sonnent à 7 heures du matin, réveillant progressivement les habitants. Marcel Delorme, le voisin direct des Lacroix, témoin qui deviendra crucial dans cette affaire, sort acheter son pain à la boulangerie de la rue Gambetta. Il croise Henri Lacroix qui rentre justement de cette même boulangerie, 2 baguettes sous le bras. Ils échangent quelques mots sur le temps qui se rafraîchit, l'automne qui approche. Marcel notera plus tard que Henri semblait normal, peut-être légèrement préoccupé, mais rien d'alarmant. Il était 8h15. À 9h30, Madame Lefebvre, qui habite en face, voit Marguerite secouer un tapis par la fenêtre de l'étage. Un geste banal, quotidien. Elle porte une robe bleue à fleurs, ses cheveux sont attachés en chignon. Madame Lefebvre lui fait un signe de la main, Marguerite répond par un sourire. Un sourire que Madame Lefebvre décrira comme un peu triste, comme si elle savait quelque chose. Mais ce genre de détail, on ne le remarque vraiment qu'après coup, quand on cherche désespérément des signes avant-coureurs. À 11h, Sophie sort jouer dans la rue avec les filles du quartier. Madame Carpentier, l'institutrice de Julien, qui habite 3 maisons plus loin, la voit sauter à la corde avec 2 autres fillettes. Sophie porte une robe rouge à carreaux blancs et des soquettes blanches. Elle rit, elle chante une comptine que les enfants du Nord connaissent tous. Rien dans son comportement n'indique quoi que ce soit d'inhabituel. À midi moins le quart, Marguerite appelle Sophie depuis le seuil de la porte. L'heure du déjeuner. Sophie rentre en courant, ses nattes brunes bondissant sur ses épaules. C'est la dernière fois que quelqu'un verra un membre de la famille Lacroix vivant. L'après-midi se déroule dans le calme habituel d'un dimanche d'automne à Lille. Marcel Delorme, le voisin, écoute la radio dans son salon. Les murs mitoyens sont minces, et habituellement, on entend les bruits de la vie quotidienne des Lacroix. Les voix étouffées, les pas à l'étage, la radio que Henri allume toujours pour écouter les informations de 14 heures. Ce dimanche-là, Marcel remarque le silence. Un silence inhabituel, mais pas encore inquiétant. Peut-être sont-ils sortis, pense-t-il. Bien que ce soit étrange, car Henri n'aime pas sortir le dimanche après-midi. C'est son jour de repos, son moment pour lire le journal et écouter la radio tranquillement. Le lundi 24 septembre, à 7 heures du matin, le premier signe réellement alarmant apparaît. Marguerite n'est pas à son poste à l'école primaire. Mademoiselle Durand, la directrice, trouve cela étrange. Marguerite est d'une ponctualité exemplaire. Elle n'a jamais manqué un seul jour, sans prévenir à l'avance. La directrice essaie d'appeler chez les Lacroix. Pas de réponse. À 8h30, inquiète, elle envoie le concierge de l'école vérifier si tout va bien au 87 rue des Stations. Le concierge, M. Vasseur, sonne à la porte. Pas de réponse. Il sonne encore, plus longuement. Rien. Il remarque que les volets de l'étage sont fermés, ce qui est inhabituel à cette heure. Il frappe à la porte, appelle. Le silence lui répond. Il retourne à l'école faire son rapport. Mademoiselle Durand contacte alors la police nationale. L'inspecteur Antoine Mercier, 45 ans, 20 ans de service au commissariat central de Lille, arrive rue des Stations à 10 heures. C'est un homme méthodique, formé à l'ancienne école de la police judiciaire. Il interroge d'abord les voisins. Marcel Delorme lui raconte sa brève conversation avec Henri le dimanche matin. Madame Lefebvre mentionne avoir vu Marguerite secouer son tapis. Madame Carpentier décrit Sophie jouant dans la rue. Tout semble normal jusqu'à midi. Après, plus rien. Mercier décide de forcer l'entrée. En présence de 2 agents en uniforme et du concierge de l'école qui a alerté les autorités, il fait ouvrir la porte par un serrurier du quartier. La porte n'était pas verrouillée de l'intérieur, juste fermée à clé normalement. À 11h15,
Ils entrent dans la maison des Lacroix. Ce qu'ils découvrent est profondément troublant précisément par son absence de signes de lutte ou de désordre. La maison est impeccablement rangée. Dans la cuisine, la vaisselle du déjeuner dominical est lavée, séchée et rangée dans le buffet. Sur la table, une nappe propre est mise, comme si on attendait le prochain repas. Le salon est en ordre parfait. Les coussins du canapé bien alignés, les rideaux tirés. À l'étage, les lits sont faits. Dans la chambre des parents, les vêtements sont soigneusement pliés dans l'armoire. Dans la chambre des enfants, les jouets de Sophie sont rangés dans une caisse en bois, les livres de Julien alignés sur une étagère. Mercier note chaque détail. Les brosses à dents des 4 membres de la famille sont dans le verre de la salle de bain. Les manteaux d'automne sont accrochés dans l'entrée. Les chaussures de toute la famille sont dans le placard. Dans le salon, sur le buffet, les papiers d'identité de Henri et Marguerite sont là, ainsi que les livrets scolaires des enfants. Le portefeuille de Henri contient 260 francs. Le sac à main de Marguerite renferme son porte-monnaie avec 95 francs. Aucun signe de lutte, aucun signe de départ précipité, aucun signe de violence. Juste une maison vide où une famille vivait encore 24 heures auparavant. Mercier remarque un détail étrange. Le calendrier mural de la cuisine est arraché à la date du 23 septembre. La page du 24 septembre a disparu. Pourquoi quelqu'un arracherait-il une seule page de calendrier? L'enquête officielle commence immédiatement. Mercier et son équipe interrogent systématiquement tous les habitants de la rue des Stations. Personne n'a rien vu d'inhabituel. Personne n'a entendu de cris, de disputes, de bruits suspects. C'est comme si la famille s'était volatilisée entre midi le dimanche et le lundi matin, sans que quiconque ne remarque quoi que ce soit. Les jours qui suivent le 24 septembre 1967 transforment le quartier de Oisem en un lieu de suspicion et d'angoisse. Les journaux régionaux, La Voix du Nord et Nord Éclair, publient des articles sur la disparition mystérieuse de la famille Lacroix. Des photographies de Henri, Marguerite, Julien et Sophie sont placardées dans tout l'île. Des appels à témoins sont lancés. La police nationale organise des battues dans les environs, explore les berges du canal de la Deule, inspecte les terrains vagues et les bâtiments abandonnés du quartier industriel. L'inspecteur Mercier suit plusieurs pistes simultanément. La première hypothèse est celle d'un départ volontaire, mais elle s'effondre rapidement face aux faits. Pourquoi laisser argent, papier d'identité, vêtements? Comment une famille de 4 personnes peut-elle disparaître sans moyen de transport, sans ressources financières, sans bagages? Henri ne possédait pas de voiture. Aucun taxi n'a signalé avoir pris des clients correspondant à leur description ce dimanche-là. La gare de l'île Flandre n'a gardé aucune trace de billets achetés à leur nom. La deuxième hypothèse est celle d'un enlèvement. Mais là encore, les questions s'accumulent. Pas de demande de rançon, pas de témoins ayant vu un véhicule suspect dans la rue, pas de traces de violence dans la maison. Comment enlever 4 personnes en plein jour dans un quartier densément peuplé sans que personne ne voie rien? Mercier creuse le passé de Henri Lacroix. Il découvre que Henri a effectivement servi pendant la guerre, dans un bataillon d'infanterie. Blessé, en 1944, lors de la campagne d'Alsace, il a été démobilisé et est rentré à Lille en 1945. Mais Mercier trouve une anomalie dans son dossier militaire. Henri Lacroix s'appelait en réalité Henri Duchamp avant 1946. Le changement de nom a été officialisé par un jugement du tribunal civil de Lille. Une pratique courante après la guerre pour ceux qui voulaient tourner la page ou qui avaient des raisons de prendre leur distance avec leur identité d'avant-guerre. Mercier tente de retrouver la trace de la famille Duchamp, mais les archives sont lacunaires, détruites en partie pendant les bombardements de la guerre. Du côté de Marguerite, l'enquête révèle qu'elle aussi a changé de nom. Née Hélène Vargas, d'un père espagnol réfugié en France dans les années 30, elle a pris le nom de Marguerite Vincent après la guerre, puis Marguerite Lacroix en épousant Henri. Pourquoi ces changements? Mercier interroge les rares membres de famille qu'il parvient à retrouver. Une tante de Marguerite, vivant à Tourcoing, explique que beaucoup d'Espagnols ont francisé leur nom,
après la guerre civile espagnole et la Seconde Guerre mondiale. Rien de suspect en soi. Les mois passent. L'enquête piétine. En janvier 1968, Mercier reçoit un coup de fil anonyme. Une voix d'homme, avec un accent qu'il ne parvient pas à identifier, lui dit simplement « Cherchez du côté de la résistance. Cherchez ce que Henri a fait entre 1940 et 1944. » Puis, la communication est coupée. Mercier essaie de faire remonter l'appel, en vain. Il téléphonait d'une cabine publique. Cette piste de la résistance ouvre de nouvelles questions. Mercier consulte les archives des réseaux de résistance du Nord. Il découvre qu'un certain Henri Duchamp figure effectivement sur une liste de résistants présumés, mais sans confirmation officielle. Pas de médaille, pas de reconnaissance officielle après-guerre. Étrange pour quelqu'un qui aurait réellement œuvré dans la résistance. Habituellement, les anciens résistants faisaient valider leur participation pour obtenir des cartes de combattants volontaires de la résistance. Henri, lui, n'avait jamais fait cette démarche. Au fil des mois, puis des années, l'affaire Lacroix devient l'un de ces dossiers non résolus qui hantent les policiers. Mercier prend sa retraite en 1979 sans avoir élucidé le mystère. Avant de partir, il classe soigneusement toutes les pièces du dossier, y ajoutant ses notes personnelles et ses interrogations. Il laisse un mot à son successeur. Cette famille avait un passé qu'elle avait enterré avec soin. Quelqu'un l'a déterré. Dans le quartier de Oisem, la vie reprend progressivement son cours, mais l'ombre des Lacroix plane toujours. La maison du 87 rue des Stations reste vide pendant 2 ans avant d'être mise en vente par l'administration. Une nouvelle famille s'y installe en 1970. Marcel Delorme, le voisin, déménage quelques années plus tard. Madame Lefebvre meurt en 1975 sans avoir jamais oublié ce sourire triste de Marguerite. Les enfants qui jouaient avec Sophie deviennent des adultes, se marient, ont leurs propres enfants, mais n'oublie jamais la petite fille aux nattes brunes qui a disparu un dimanche d'automne. L'école primaire où enseignait Marguerite installe une petite plaque commémorative dans le hall d'entrée en 1977 à l'occasion du 10e anniversaire de la disparition. À la mémoire de Marguerite Lacroix, institutrice dévouée, et de sa famille, disparue en septembre 1967. Personne ne sait vraiment s'il faut utiliser le passé ou le présent quand on parle d'eux. Sont-ils morts? Ont-ils fui? Vivent-ils quelque part sous d'autres identités? Le mystère reste entier, et avec le temps, l'affaire tombe dans l'oubli du grand public. Elle devient une légende urbaine locale, une histoire que les anciens du quartier racontent aux nouveaux arrivants. Vous savez, dans cette maison-là, il y a 30 ans, une famille entière a disparu sans laisser de traces. Mais l'histoire n'était pas terminée. Elle attendait juste que quelqu'un trouve la clé. Une clé enfermée dans une malle, cachée dans un entrepôt, attendant 32 ans que des ouvriers la découvrent par hasard. Le 23 novembre 1999, la ville de Lille est en pleine mutation. L'ancien quartier industriel près du port fluvial fait l'objet d'un vaste projet de rénovation urbaine. Des entrepôts abandonnés depuis les années 70, vestiges du déclin textile, doivent être transformés en lofts et en espaces culturels. C'est dans ce contexte que l'entreprise de construction Duboc et Fils obtient le contrat pour rénover un ancien entrepôt de stockage textile situé quai du Walt, à 2 km environ du quartier de Oisem. L'entrepôt, un bâtiment de briques rouges de 3 étages, construit au début du XXe siècle, est resté fermé depuis 1973. Les fenêtres sont murées, les portes condamnées. Selon les archives municipales, il appartenait à une société textile qui a fait faillite lors de la crise économique des années 70. Le bâtiment a ensuite changé plusieurs fois de propriétaire, sans jamais être réellement utilisé. Le matin du 23 novembre, 4 ouvriers de l'entreprise Duboc commencent le déblaiement du rez-de-chaussée. Christophe Leroy, 29 ans, chef d'équipe, dirige les opérations. Avec lui, Sébastien Mailleux, Karim Benali et Ludovic Caron.
Leur travail consiste à retirer les débris, évaluer l'état de la structure, préparer le chantier de rénovation. L'intérieur est dans un état de délabrement avancé. Des pigeons ont nidifié dans les poutres, des traces d'humidité marquent les murs, le sol est jonché de verres brisés, de morceaux de plâtre tombés du plafond, de vieux journaux moisis datant des années 60. Vers 11h30, Ludovic Caron travaille dans un coin reculé du bâtiment, près d'une ancienne zone de chargement. Il doit retirer des planches de bois pourries qui recouvrent partiellement le sol en béton. En soulevant les planches, il remarque que certaines semblent avoir été placées délibérément, pas simplement tombées avec le temps. Elles forment une sorte de couche protectrice sur environ 2 mètres carrés. Intrigué, il retire toutes les planches. En dessous, le béton présente une fissure. Et dans cette fissure, quelque chose de sombre est coincé. Ludovic appelle Christophe. Les deux hommes dégagent soigneusement les débris. Ce qu'ils découvrent les laisse sans voix. Une malle en cuir brun, de taille moyenne, environ 60 cm de long sur 40 de large. Le cuir est taché par l'humidité, mais la malle est restée relativement bien conservée, protégée par sa position et les planches qui la recouvraient. Elle porte des fermoirs en laiton oxydé et une serrure rouillée. Christophe hésite. Faut-il l'ouvrir? Appeler la police? Il décide finalement de l'extraire complètement et de vérifier son contenu, au cas où ce serait juste de vieux vêtements ou des objets sans valeur. La serrure cède facilement sous la pression d'un tournevis. Ils ouvrent la malle. À l'intérieur, protégé par une toile cirée qui a empêché l'humidité de tout détruire, se trouvent plusieurs objets. Des documents, des photographies, des lettres. Sur le dessus, une grande photographie en couleur, remarquablement bien préservée. Elle montre une scène de fête d'anniversaire. Une famille de 4 personnes sourit face à l'objectif. Un homme d'une 40aine d'années, grand, des cheveux bruns grisonnants. Une femme élégante en robe verte. Un garçon d'environ 12 ans tenant un livre. Une petite fille aux nattes brunes portant une robe à carreaux rouges et blancs. Derrière eux, des décorations de fête, des ballons, un gâteau avec des bougies, et au dos de la photographie, écrit au stylo bleu, d'une écriture soignée, « Anniversaire de Sophie, 8 septembre 1967, famille Lacroix ». Christophe ressent un frisson. Ce nom lui dit quelque chose. Il ne sait pas exactement pourquoi, mais il a l'impression d'avoir déjà entendu parler de cette famille. Il sort son téléphone portable et appelle le commissariat central de Lille. À 12h15, 2 policiers en uniforme arrivent sur le chantier. Christophe leur montre la malle et la photographie. L'un des policiers, plus âgé, blêmit en voyant le nom sur la photo. Il connaît l'affaire Lacroix. C'était une légende dans le commissariat. Un dossier non résolu qui avait hanté l'inspecteur Mercier pendant des années. À 13h30, la lieutenant Élise Fontaine, 34 ans, de la police judiciaire de Lille, se présente sur le chantier. Élise est une enquêtrice méthodique et tenace, spécialisée dans les affaires classées non résolues. Elle a rejoint la PJ de Lille 5 ans auparavant après avoir travaillé à Paris. Quand on lui a parlé de la découverte de documents liés à la famille Lacroix, elle a immédiatement compris l'importance de cette trouvaille. Elle connaît le dossier, elle l'a étudié lors de sa formation interne sur les cold cases de la région. Élise examine soigneusement la malle et son contenu sans rien toucher directement. Elle fait venir l'équipe de la police scientifique pour procéder au prélèvement et à l'inventaire dans les règles. Pendant que les techniciens travaillent, elle interroge les ouvriers. Où exactement était cachée la malle? Comment était-elle dissimulée? Y a-t-il d'autres éléments suspects dans le bâtiment? Les techniciens de la police scientifique photographient et répertorient chaque élément de la malle. Outre la photographie d'anniversaire, ils trouvent les papiers d'identité originaux de Henri et Marguerite avant leur changement de nom. Des lettres en espagnol adressées à Hélène Varga, un carnet noir contenant des noms, des dates, des lieux. Des coupures de presse de 1946 sur des procès d'épuration après la guerre. Et au fond de la malle, enveloppée dans du papier journal jauni, une médaille militaire allemande de la Seconde Guerre mondiale.
Élise comprend immédiatement que cette découverte va rouvrir un dossier vieux de 32 ans, et que la vérité sur la disparition de la famille Lacroix est probablement bien plus sombre et complexe que tout ce que l'inspecteur Mercier avait imaginé. Quelqu'un avait caché ces documents ici. Quelqu'un qui connaissait le passé secret des Lacroix. Quelqu'un qui voulait peut-être les faire disparaître, ou au contraire, les préserver comme une preuve. Mais une preuve de quoi? Dans les jours qui suivent la découverte de la malle, la lieutenant Élise Fontaine se plonge dans l'ancien dossier de l'inspecteur Mercier. Les cartons stockés dans les archives du commissariat central contiennent des centaines de pages de rapports, de témoignages, de notes manuscrites. Mercier avait été minutieux, obsessionnel même. Élise lit tout, absorbe chaque détail, cherche ce que son prédécesseur aurait pu manquer avec les moyens limités de l'époque. Elle commence par faire analyser les documents trouvés dans la malle par des experts. Les papiers d'identité originaux de Henri Duchamp et Hélène Vargas sont authentiques, datés de 1945. Les lettres en espagnol sont adressées à Hélène par son père, Manuel Vargas, réfugié républicain espagnol ayant fui le régime franquiste. Le père implorait sa fille de le rejoindre en Argentine, où il s'était exilé après la guerre. Les lettres datent de 1947 à 1952. Après cette date, plus rien. Élise fait des recherches. Manuel Vargas est mort à Buenos Aires en 1953. Hélène n'était jamais allée le voir. Le carnet noir est plus troublant. Il contient une liste de noms, une trentaine environ, accompagnée de dates et de lieux dans la région du Nord. À côté de certains noms, des annotations sibyllines, confirmées, éliminées, en attente. Élise fait vérifier ces noms dans les bases de données historiques. La plupart correspondent à des personnes ayant vécu dans la région pendant la guerre. Certains ont été reconnus comme résistants. D'autres ont été condamnés lors de l'épuration pour collaboration avec l'occupant nazi. La médaille militaire allemande est identifiée comme une croix de fer de 2e classe, décoration couramment attribuée aux soldats de la Wehrmacht. Sur le ruban est gravé un numéro de série. Élise contacte des historiens militaires spécialisés dans la Seconde Guerre mondiale. Avec le numéro, ils parviennent à retrouver dans les archives allemandes à qui appartenait cette médaille. Hauptmann Klaus Schneider, officier de la Wehrmacht stationné dans le nord de la France entre 1940 et 1944. Schneider a disparu en août 1944 lors du retrait allemand face à l'avance alliée. Son corps n'a jamais été retrouvé. Officiellement, il est porté disparu, présumé mort au combat. Élise décide de réinterroger les derniers témoins vivants de l'époque. Marcel Delorme, le voisin des Lacroix, vit désormais dans une maison de retraite à Lomme, en périphérie de Lille. Il a 82 ans, mais sa mémoire est encore vive. Élise lui rend visite le 27 novembre. Marcel est ému de parler à nouveau de cette affaire qui l'a hanté pendant des décennies. « Vous savez, dit-il à Élise, dans le salon de la maison de retraite, j'ai toujours su qu'il y avait quelque chose que Henri me cachait. On prenait une bière ensemble tous les vendredis, mais il ne parlait jamais vraiment de lui. Jamais de son passé, jamais de la guerre. Et pourtant, on était de la même génération, on avait tous vécu ces années-là. Moi, je racontais mes souvenirs, l'occupation, les privations, la libération. Lui, il écoutait et changeait de sujet. Élise lui montre une photocopie de la photographie trouvée dans la malle. Marcel l'étudie longuement. Cette photo a été prise chez eux. Je reconnais leur salon. C'était l'anniversaire de Sophie. Marguerite m'avait invité à passer prendre un morceau de gâteau dans l'après-midi. Mais quand je suis venu vers 16 heures, ils m'ont dit que Sophie était fatiguée, qu'il préférait rester en famille. J'ai trouvé ça bizarre, mais bon, je n'ai pas insisté. Élise pointe du doigt le reflet dans le miroir visible à l'arrière-plan de la photo. On distingue vaguement la silhouette d'une personne qui ne fait pas partie du groupe principal. Vous avez une idée de qui ça pourrait être? Marcel plisse les yeux. Je ne sais pas. Peut-être quelqu'un de la famille, mais je ne leur connaissais pas de famille proche. Ils ne recevaient jamais personne. Élise questionne Marcel sur les jours précédant le désaparecimiento. Marcel réfléchit longuement.
Le samedi 22 septembre, la veille de leur disparition, j'ai vu une voiture garée devant chez eux. Une Citroën noire. Je m'en souviens parce que c'était rare de voir une voiture dans notre rue. Peu de gens en avaient à l'époque. La voiture est restée là environ 1 heure. Je n'ai pas vu qui en est sorti, ni qui y est monté. Quand j'en ai parlé aux policiers en 1967, ils ont essayé de retrouver cette voiture, mais sans succès. En quittant Marcel, Élise a l'impression que les pièces du puzzle commencent à s'assembler. Henri et Hélène avaient changé d'identité après la guerre. Ils cachèrent quelque chose. Le carnet noir suggère qu'ils étaient impliqués dans un réseau, mais lequel? Résistance ou collaboration? La médaille allemande complique tout. Pourquoi quelqu'un possédant une décoration nazie serait-il en possession de Henri? Élise consulte les archives des procès d'épuration dans le Nord. Elle découvre qu'en 1946, plusieurs personnes ont été jugées pour collaboration économique avec l'occupant. Parmi les noms, elle trouve celui de Jacques Delacroix, directeur d'une usine textile à Roubaix, condamné à 5 ans de prison et à l'indignité nationale pour avoir fourni des uniformes à l'armée allemande. Jacques Delacroix. Le nom résonne. Lacroix. Henri Lacroix. Une simple coïncidence? Élise creuse plus profond. Jacques Delacroix avait un fils, Henri Delacroix, né en 1929, disparu des registres en 1945. Aucune trace de décès, aucune trace de départ à l'étranger, comme s'il avait cessé d'exister, pour réapparaître en 1946 sous le nom de Henri Duchamp, puis Henri Lacroix. La lieutenante comprend alors qu'elle ne cherche pas seulement à résoudre une disparition, elle est en train de déterrer un secret qui remonte à la guerre, à la collaboration, à l'épuration, un secret que quelqu'un était prêt à protéger en faisant disparaître une famille entière. Le 2 décembre, Élise reçoit un appel d'un historien local, M. Blanchard, qui a lu dans la presse l'article sur la réouverture de l'affaire Lacroix. Blanchard est spécialisé dans l'histoire de la résistance et de la collaboration dans le Nord. Il pense avoir des informations pertinentes. Élise le rencontre dans son bureau de l'université de Lille. Henri Delacroix, le fils de Jacques Delacroix, n'était pas un simple fils de collaborateur, explique Blanchard. Nos recherches indiquent qu'il a activement travaillé avec les Allemands entre 1942 et 1944. Il servait d'interprète et de liaison entre la Gestapo et certains industriels français. Il avait accès à des informations sensibles. Quand la guerre s'est terminée, il a disparu juste avant l'arrestation de son père. On pensait qu'il avait fui à l'étranger, comme beaucoup de collaborateurs. Mais s'il est devenu Henri Lacroix et qu'il est resté ici, à Lille, sous une nouvelle identité, quelqu'un aurait pu le reconnaître des années plus tard, complète Élise. Quelqu'un qui avait souffert à cause de lui pendant la guerre. Quelqu'un qui voulait se venger, Blanchard acquiesce. Ou quelqu'un qui voulait l'empêcher de témoigner. Vous comprenez? Il y a eu beaucoup de règlements de compte après la guerre. Officiels lors des procès, mais aussi officieux. Des gens ont disparu, on n'a jamais retrouvé leur corps. Des résistants qui exécutaient une justice parallèle. Des collaborateurs qui éliminaient des témoins gênants. C'était une époque très trouble. Élise remercie l'historien et retourne au commissariat avec ses nouvelles informations. Elle repense à la Citroën noire mentionnée par Marcel Delorme, à la photographie avec le reflet dans le miroir, à la malle cachée dans l'entrepôt. Quelqu'un avait planifié la disparition des Lacroix, quelqu'un qui connaissait leurs secrets, et cette personne avait gardé ces documents comme des trophées ou comme une assurance dans une malle qu'elle avait soigneusement cachée. Le 5 décembre, Élise fait une découverte qui change tout. En examinant de nouveau très attentivement la photographie d'anniversaire avec une loupe et un éclairage spécial, elle parvient à distinguer le visage dans le reflet du miroir. C'est flou, mais on peut voir qu'il s'agit d'un homme d'environ 60 ans, portant un béret. Elle fait agrandir et améliorer numériquement cette portion de l'image. Le visage devient plus net. Elle le compare avec des photos d'archives de personnes ayant vécu à Lille dans les années 60. Et elle trouve.
L'homme dans le miroir est Georges Martel, ancien résistant décoré, membre du réseau Voix du Nord pendant la guerre. En 1967, il avait 62 ans et vivait retiré dans un appartement du Vieux-Lille. Élise vérifie les archives. Georges Martel est mort en 1984, mais avant de mourir, il avait légué l'entrepôt du quai du Walt à la ville de Lille, l'entrepôt où la malle a été trouvée. L'entrepôt dont il était propriétaire depuis 1968, un an après la disparition des Lacroix. Et le 8 décembre 1999, Élise Fontaine se rend aux archives municipales pour consulter les documents relatifs à Georges Martel et à l'acquisition de l'entrepôt du quai du Walt. Les dossiers révèlent que Martel a acheté le bâtiment en février 1968 pour une somme modeste. L'entrepôt était alors déjà partiellement à l'abandon. Martel n'en a jamais rien fait, se contentant de payer les taxes foncières chaque année jusqu'à sa mort. Élise cherche des informations sur le passé de Georges Martel pendant la guerre. Elle contacte le musée de la Résistance de Lille et obtient accès à son dossier. Martel avait été un résistant actif, responsable d'un groupe qui collectait des renseignements sur les mouvements de troupes allemandes et organisait des filières d'évasion pour les aviateurs alliés. En 1943, son réseau avait été infiltré. Plusieurs membres avaient été arrêtés par la Gestapo, torturés et déportés. 6 n'étaient jamais revenus des camps. La trahison avait été attribuée à un informateur français travaillant pour les Allemands. Cet informateur n'avait jamais été identifié avec certitude. Élise fait le lien. Henri Delacroix, alias Henri Lacroix, travaillait comme interprète et liaison pour la Gestapo. Il aurait pu être cet informateur. Georges Martel aurait pu découvrir sa véritable identité 20 ans plus tard. Mais comment? Et pourquoi attendre si longtemps? Élise retourne voir Marcel Delorme à la maison de retraite. Elle lui montre une photographie de Georges Martel datant des années 60. Marcel écarquille les yeux. « Cet homme, je l'ai vu. C'était lui qui était dans la Citroën noire le 22 septembre. Je l'avais aperçu de loin. Je ne connaissais pas son visage à l'époque, mais maintenant que vous me montrez cette photo, j'en suis certain. C'était lui. Le puzzle se reconstitue. Georges Martel était présent chez les Lacroix le jour de l'anniversaire de Sophie, d'où sa présence dans le reflet du miroir. Il était revenu le lendemain avec une voiture, et le jour suivant, la famille avait disparu. Martel avait ensuite acheté l'entrepôt où il avait caché la malle contenant les preuves de la véritable identité des Lacroix. Mais pourquoi Martel aurait-il gardé ces documents? Pourquoi ne pas les détruire? Élise réfléchit. Peut-être comme une assurance, peut-être comme une preuve de ce qu'il avait fait, au cas où il serait accusé, ou peut-être pour une raison plus profonde, plus humaine. Élise décide de chercher s'il existe des descendants de Georges Martel. Elle découvre qu'il avait une fille unique, Agnès Martel, née en 1935. Agnès vit toujours à Lille. Elle a 64 ans et travaille comme archiviste à la bibliothèque municipale. Élise prend rendez-vous avec elle. Le 10 décembre, Élise rencontre Agnès dans son appartement du quartier de Vauban. C'est une femme élégante aux cheveux blancs, au regard intelligent. Quand Élise lui explique la raison de sa visite, Agnès reste silencieuse un long moment, puis soupire profondément. « Je me demandais quand quelqu'un viendrait me poser ces questions, » dit-elle doucement. « Mon père m'a fait promettre de ne jamais parler de cette affaire. Mais il est mort il y a 15 ans et je vieillis. Il faut que la vérité soit dite. » Agnès se lève et va chercher une boîte dans sa chambre. Elle en sort un cahier relié en cuir noir. « Mon père a écrit tout ce qui s'est passé. Il voulait que je comprenne, mais il ne voulait pas que ce soit rendu public de son vivant. Il craignait les conséquences légales. Vous pouvez lire ?» Élise ouvre le cahier. L'écriture est soignée, précise. Elle commence à lire. C'est le récit détaillé écrit par Georges Martel de la découverte de la véritable identité de Henri Lacroix et de ce qui s'est ensuite passé. Georges Martel avait été hanté toute sa vie par la trahison qui avait détruit son réseau en 1943. 6 de ses camarades morts à cause d'un informateur qu'il n'avait jamais pu identifier.
En 1966, par hasard, il était tombé sur une photographie dans les archives de la Croix-Rouge. Une photo de prisonniers français travaillant pour l'administration allemande pendant l'occupation. Et là, il avait reconnu un visage, Henri Delacroix, le fils du collaborateur Jacques Delacroix, l'homme qu'on soupçonnait d'avoir trahi plusieurs réseaux. Martel avait alors entrepris une enquête discrète. Il avait découvert que Henri Delacroix avait changé d'identité et vivait à Lille sous le nom de Henri Lacroix. Il avait surveillé la famille pendant plusieurs mois, vérifiant qu'il ne se trompait pas. Plus il observait, plus il était certain. Certains gestes, certaines manières de parler, la ressemblance physique malgré l'âge. C'était bien lui. En septembre 1967, Martel avait décidé d'affronter Henri. Il s'était présenté chez lui le 8 septembre, le jour de l'anniversaire de Sophie. Il s'était fait passer pour un ancien collègue de la filature cherchant Henri. Marguerite l'avait fait entrer, d'où sa présence dans le reflet du miroir de la photographie. Il avait observé la scène familiale, cette normalité apparente, ces enfants innocents qui ne savaient rien du passé de leur père. Ce soir-là, Martel était revenu seul. Il avait confronté Henri à sa véritable identité. Henri avait d'abord nié, puis, face aux preuves apportées par Martel, il avait fini par avouer. Oui, il avait été Henri Delacroix. Oui, il avait travaillé pour les Allemands. Mais il jurait qu'il n'avait jamais trahi volontairement aucun réseau. Son père l'avait forcé à servir d'interprète. Il avait 18 ans au début de l'occupation. Il n'avait pas eu le choix. Martel ne l'avait pas cru. Il voulait justice pour ses camarades morts. Il avait donné un ultimatum à Henri, se rendre à la police et avouer son passé, ou Martel le dénoncerait publiquement. Henri avait demandé du temps, pour protéger sa famille, pour épargner à ses enfants la honte et les conséquences. Le 22 septembre, Martel était revenu. Henri lui avait alors fait une proposition désespérée. Une proposition que Martel détaille dans son cahier, avec une culpabilité encore palpable des décennies plus tard. Henri avait proposé un marché. Si Martel acceptait de ne pas révéler son identité, la famille disparaîtrait. Il quitterait la France, irait en Amérique du Sud, où Marguerite avait encore des contacts par son père espagnol. Il prendrait de nouvelles identités et ne reviendrait jamais. Henri donnerait à Martel tous les documents prouvant son ancienne identité, sa collaboration, tout ce qui pourrait servir de preuve. Martel pourrait les garder comme assurance que Henri ne reviendrait jamais. Si Henri ou sa famille réapparaissait en France, Martel pourrait utiliser ces documents pour le faire arrêter. Martel avait accepté, non pas parce qu'il pardonnait à Henri, mais parce qu'il ne voulait pas que des enfants innocents paient pour les crimes de leur père. Il avait aidé Henri à organiser le départ. La Citroën noire était sa voiture. Le dimanche 23 septembre, après le déjeuner, pendant que tout le quartier faisait la sieste, Martel était venu chercher la famille. Ils avaient emporté le strict minimum dans des valises que Martel avait ensuite détruites. Ils avaient laissé la maison dans un état normal pour donner l'impression d'une disparition mystérieuse plutôt que d'une fuite organisée. Martel les avait conduits jusqu'à Bruxelles. Là, un passeur que Martel connaissait depuis la guerre les avait pris en charge. Ils devaient rejoindre Lisbonne puis prendre un bateau pour Buenos Aires. Henri avait laissé à Martel la malle contenant tous les documents compromettants. Martel l'avait cachée dans l'entrepôt qu'il avait ensuite acheté pour s'assurer qu'elle ne serait jamais découverte par hasard. Le cahier se termine par une confession déchirante de Martel. « J'ai fait ce choix parce que je ne pouvais pas détruire une famille pour venger mes camarades. Ces enfants, Julien et Sophie, ne méritaient pas de porter ce fardeau. Marguerite ne méritait pas de voir sa vie détruite. Ai-je eu raison? Je ne sais pas. J'ai porté ce secret jusqu'à ma mort. Peut-être ai-je trahi la mémoire de mes camarades. Peut-être ai-je simplement choisi la compassion plutôt que la vengeance. Que Dieu me juge. » Élise Fontaine referme le cahier, profondément émue. Elle regarde Agnès Martel, qui a les larmes aux yeux. « Mon père n'était pas un homme vengeur, » dit Agnès. « Il avait déjà tellement vu de morts, de violences. Il ne voulait plus contribuer à détruire des vies. Il a choisi de laisser partir cette famille. Était-ce la justice? Je ne sais pas. Mais c'était de la miséricorde. » Élise pose une question cruciale. «
Savez-vous si la famille est réellement arrivée en Argentine? Votre père a-t-il eu des nouvelles? Agnès hoche la tête. Oui, en 1969, mon père a reçu une lettre d'Argentine. Pas directement de Henri, mais du passeur qui les avait aidés. Il confirmait que la famille était bien arrivée à Buenos Aires en octobre 1967. Ils avaient pris de nouvelles identités. Henri travaillait dans une petite entreprise d'import-export. Marguerite donnait des cours de français. Les enfants allaient à l'école. Ils vivaient modestement mais en sécurité. La lettre demandait à mon père de ne jamais chercher à les contacter. Mon père a brûlé cette lettre après l'avoir lue, mais il m'en avait parlé des années plus tard, quand je suis devenu adulte. Élise demande si Agnès sait ce qu'est devenue la famille par la suite. Agnès secoue la tête. Mon père n'a plus jamais eu de nouvelles. Il ne savait pas s'ils étaient encore vivants, ce qu'ils étaient devenus. Il espérait qu'ils avaient pu vivre en paix. Dans les semaines qui suivent, Élise continue son enquête pour vérifier l'histoire racontée dans le cahier de Martel. Elle contacte les autorités argentines, consulte les registres d'immigration de l'époque. C'est une tâche immense, compliquée par les changements d'identité et le temps écoulé. Mais elle finit par trouver une trace. Une famille française enregistrée à l'ambassade de France à Buenos Aires en novembre 1967. Le nom est différent, mais la composition familiale correspond. Un couple avec un garçon de 12 ans et une fille de 8 ans. Élise pousse plus loin. Elle découvre que cette famille s'est installée dans un quartier de Buenos Aires, appelé Belgrano, connu pour sa communauté d'immigrants européens. Elle contacte des associations d'immigrants français en Argentine. Après plusieurs mois de recherche, en avril 2000, elle reçoit un email d'une femme vivant à Buenos Aires. Le message dit simplement « Je crois que je peux vous aider concernant votre enquête sur la famille Lacroix. » La femme s'appelle Sofia Vega. Elle a 41 ans. Elle accepte de parler à Élise par téléphone. Et ce qu'elle révèle boucle définitivement l'histoire. Sofia est la fille de Julien Lacroix. Son père est mort en 1995, sa grand-mère Marguerite en 1987, son grand-père Henri en 1983. Quant à Sophie, la petite fille aux nattes brunes de la photographie, elle vit encore à Buenos Aires. Elle a 41 ans et travaille comme traductrice. Mon père m'a raconté l'histoire quelques mois avant sa mort, explique Sofia au téléphone. Comment ils avaient dû fuir la France à cause du passé de mon grand-père. Il m'a dit que Georges Martel leur avait sauvé la vie en acceptant de les laisser partir. Il m'a parlé de la culpabilité que son père portait, des erreurs qu'il avait faites pendant la guerre. Il voulait que je sache d'où nous venions, même si c'était douloureux. Sofia explique que sa famille a vécu discrètement en Argentine, toujours avec la peur d'être découvert. Ses grands-parents ne sont jamais retournés en France. Julien et Sophie ont grandi, se sont mariés, ont eu des enfants. Ils ont construit des vies nouvelles, mais toujours avec l'ombre de ce secret. « Ma tante Sophie, dit Sofia, a longtemps eu du mal avec tout ça. Elle était si jeune quand ils sont partis. Elle se souvenait à peine de l'île, de sa maison, de ses amis. Elle a dû renoncer à toute son enfance du jour au lendemain. » Élise demande si elle peut parler à Sophie. Sofia hésite, puis accepte de lui transmettre le message. Quelques jours plus tard, Sophie Lacroix, qui porte désormais le nom de Sofia Mendez, appelle Élise depuis Buenos Aires. Sa voix est douce, légèrement tremblante. J'ai vu la photographie dans les journaux en ligne, celle qu'ils ont trouvée dans la malle. C'était mon 8e anniversaire. Je me souviens de ce jour. Je me souviens de cet homme qui est venu, Monsieur Martel. Je me souviens que mes parents avaient l'air inquiets après son départ. Et quelques jours plus tard, nous sommes partis. Ma mère m'a dit que c'était une aventure, que nous allions vivre dans un pays chaud et ensoleillé. Je n'ai compris la vérité que beaucoup plus tard. Sophie confirme que sa famille a vécu en paix en Argentine. Son père Henri a passé les dernières années de sa vie à écrire ses mémoires, qu'il n'a jamais publiées, mais qu'il a laissées à ses enfants. Il voulait que nous comprenions, dit Sophie. Il voulait expliquer pourquoi il avait fait ce qu'il avait fait pendant la guerre. Il était jeune, sous l'influence d'un père collaborateur, pris dans une époque terrible. Il a fait des erreurs. Il le savait.
Il a passé le reste de sa vie à essayer d'être un homme bon, un bon père, un bon mari. Je pense que c'était sa rédemption. Élise demande à Sophie si elle souhaite que la vérité soit rendue publique. Sophie réfléchit longuement. La vérité doit être dite, répond-elle finalement. Mon père n'était ni un héros ni un monstre. C'était un homme qui a fait des erreurs dans sa jeunesse et qui a ensuite choisi de protéger sa famille. Georges Martel a fait preuve de compassion en nous laissant partir. Je pense que leur histoire mérite d'être connue, non pas comme une histoire de criminels qui s'échappent, mais comme une histoire de choix difficiles, de guerre, de conséquences et finalement de pardon. En mai 2000, Élise Fontaine rédige son rapport final. L'affaire de la disparition de la famille Lacroix est officiellement résolue. La famille n'a pas été assassinée. Elle a fui vers l'Argentine, avec l'aide de Georges Martel, ancien résistant qui a choisi la compassion plutôt que la vengeance. Henri Lacroix, né Henri de Lacroix, était le fils d'un collaborateur et avait lui-même travaillé pour l'administration allemande pendant la guerre. Confronté à son passé par Martel, il avait accepté de s'exiler pour protéger sa famille de la honte et des conséquences judiciaires. Le dossier est transmis au procureur, mais il n'y aura pas de poursuite. Tous les protagonistes directs sont morts. Henri Lacroix est décédé en 1983, Georges Martel en 1984. Il ne reste que les souvenirs, les témoignages et cette photographie d'anniversaire qui a survécu 32 ans dans une malle cachée. L'histoire fait la une des journaux régionaux. Certains débattent de la moralité du choix de Martel. Avait-il le droit de laisser partir un collaborateur? D'autres saluent son humanité, sa décision de ne pas punir des enfants innocents pour les fautes de leur père. Le débat restera ouvert, car il touche à des questions fondamentales, justice contre compassion, culpabilité individuelle contre culpabilité héréditaire, vengeance contre pardon. En juin 2000, Sophie Mendez, née Sophie Lacroix, fait le voyage de Buenos Aires à Lille. C'est la première fois qu'elle retourne dans sa ville natale depuis 33 ans. Accompagnée d'Élise Fontaine, elle visite le 87 rue des Stations. La maison a changé, rénovée plusieurs fois, mais la rue est toujours la même. Sophie marche lentement, les yeux embués de larmes, touchant les murs de briques rouges, se souvenant de son enfance brutalement interrompue. Elle se rend ensuite à l'école primaire, où enseignait sa mère. La plaque commémorative installée en 1977 est toujours là. Sophie la lit, émue. La directrice actuelle, informée de sa visite, propose d'ajouter une inscription expliquant que la famille n'a pas été victime d'un crime, mais a dû s'exiler pour des raisons liées à la guerre. Sophie accepte. Le dernier jour de sa visite, Sophie rencontre Agnès Martel, la fille de Georges. Les deux femmes, l'une de 64 ans, l'autre de 41, se retrouvent dans un café du Vieux-Lille. Elles parlent longuement de leurs pères respectifs, de la guerre, de l'exil, du pardon. À la fin de la conversation, Sophie prend les mains d'Agnès et lui dit « Votre père a sauvé notre famille. Il aurait pu nous détruire, mais il a choisi de nous laisser vivre. Je ne l'oublierai jamais. Dites-lui, là où il est, que nous avons eu des vies bonnes, que ses petits-enfants et arrière-petits-enfants vivent en paix. Son choix a permis à toute une lignée d'exister. » La photographie retrouvée dans la malle est aujourd'hui conservée aux archives municipales de Lille, accompagnée de l'histoire complète de la famille Lacroix. Elle est devenue un symbole des complexités morales de l'après-guerre, des choix impossibles que des hommes ordinaires ont dû faire dans des circonstances extraordinaires. 4 visages souriants à un anniversaire d'enfant, ignorant qu'en quelques jours, leur vie basculerait. Une famille qui a disparu pour échapper à un passé, et qui a finalement trouvé la paix dans l'anonymat d'un continent lointain. Une histoire de secret, d'exil, de culpabilité et finalement de compassion humaine. Cette histoire nous montre comment les conséquences de la guerre peuvent poursuivre des familles sur des générations et comment les choix que nous faisons dans des moments difficiles définissent qui nous sommes réellement. Georges Martel aurait pu choisir la vengeance, mais il a choisi la compassion. Henri Lacroix a porté le poids de ses erreurs toute sa vie, mais il a essayé de se racheter en étant un bon père et un bon mari. Qu'en pensez-vous ?
Martel a-t-il eu raison de laisser partir la famille? Auriez-vous fait le même choix à sa place? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Si vous avez apprécié cette investigation profonde dans une histoire vraie et complexe, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Laissez votre like si cette histoire vous a touché et partagez-la avec quelqu'un qui s'intéresse aux mystères de l'histoire et aux dilemmes moraux. Merci de nous avoir suivis dans ce voyage à travers le temps et les secrets d'une famille disparue.